Bonjour à tous. Est-ce que les comédies françaises ont plus de succès en région qu'à Paris selon vous? En tout cas, c'est ce qu'a essayé de résoudre BFM TV. C'est là que j'ai appris qu'ils disposaient d'une chronique cinéma où des journalistes s'adonnent à des analyses sur le cinéma français. Bon, voilà une drôle d'idée de leur part. Donc je me suis attardé sur le dernier article qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, publié par Jérôme Lachasse, qui est un journaliste surtout sur les comédies françaises pour la chaîne. Alors je l'ai lu et je le trouve intéressant car il soulève des questions sociologiques mais aussi problématiques sur la distribution des films dans le pays. Le problème c'est que son article il répond un peu n'importe comment, c'est un peu flou et surtout très incomplet. Bon c'est BFM après, mais on va voir ça ensemble et on va essayer d'approfondir un peu et tenter de répondre à sa question principale, à savoir pourquoi les comédies françaises marche mieux en région qu'à Paris. Alors, enquête sur un phénomène qui s'est accentué au cours des 20 dernières années. Bon, déjà, le 20 dernières années est un peu balancé comme ça, mais il est assez flou. Surtout que l'article ne va pas spécialement enquêter sur ces 20 ans, et c'est pourtant passé pas mal de choses. Alors, il faut juste essayer de rappeler les fondamentaux de ce qui a changé dans le monde du cinéma. Déjà, l'arrivée du numérique, en 2000, vers les années 2000, qui a amplifié la production de longs métrages, et les stratégies de communication et de diffusion de la part des distributeurs, donc ceux qui font la promotion du film et qui participent à le faire diffuser, ont dû changer. Et les relations avec les exploitants, à savoir ceux qui programment les séances et organisent les projections dans les salles, ont été massivement multipliées pour répondre à une offre de films toujours plus grande. Et 10 ans avant, au début des années 90, Pathé Film ouvrait la porte aux salles multiplex, c'est-à-dire les salles ayant plus de 8 écrans par enseigne. Donc si on regarde par exemple quelques chiffres du bilan de l'année 2000 du CNC, sur les 262 nouveaux écrans de cinéma dans le pays, 175 étaient à l'origine de parcs à multiplex. Et à l'époque, ce sont les enseignes CGR et Gaumont qui ont l'emprise sur ces parcs, ce qui avait entraîné effectivement une hausse quantitative du public au cinéma, mais ces multiplex étaient privilégiés par les gros noms, et surtout ce sont les plus gros films qui pouvaient un peu décider avec l'exploitant de prendre plusieurs salles ou beaucoup plus d'horaires. Et durant ces années, il y a eu une multiplication de longs métrages, toutes nationalités confondues. En 2000, c'est 544 films inédits qui sortaient en France, en 2010, il y en avait 579, dont 272 films français. Et en 2019, c'est 746 films inédits, dont 391 français. Donc le catalogue il est de plus en plus gros, et même si le Covid a interrompu cette production, mettant en avant la surproduction des films et séries sur les plateformes de streaming, ça repart vite de plus belle. En 2021, ce sont 455 films inédits qui sont sortis au cinéma en France, dont 247 qui sont français. Et en avril 2023, on note une arrivée massive au cinéma et les parts de marché des films français dans le pays et dans le monde cartonnent plutôt pas mal depuis la reprise. Alors autant pour les cinéphiles, il n'est pas spécialement compliqué de sélectionner les œuvres que l'on souhaite voir au cinéma, mais par contre il y a le souci de disponibilité sur les écrans. La plupart des petits exploitants qui s'occupent de ce qu'on appelle un cinéma de proximité ont moins de propositions de films et surtout moins de séances à programmer que dans un multiplex. Et à ce niveau-là, le cinéma d'arrêt d'essai qui coûte bien moins cher n'est pas aidé par les mastodontes français ou américains parce que son public est aussi plus minime. Mais évidemment, là-dedans, le spectateur occasionnel ne va pas feuilleter le catalogue de plus de 700 films. Il va peut-être choisir des films facilement trouvables dans les salles qui lui sont proposés pas loin de chez lui et dont il a pu entendre parler sur internet, à la télé ou autre part. Donc souvent les productions dites familiales qui sont plus facilement mises en avant dans le processus de marketing. Et puis surtout, on va revenir sur une base, le spectateur occasionnel n'a pas la même attente d'un film qu'un cinéphile et ne regarde pas le cinéma de la même manière. Et pour moi, il faut quand même faire la distinction là-dessus, entre aimer le cinéma et aimer aller au cinéma de temps en temps pour vivre l'expérience de la salle. En France, on est encore beaucoup à aimer ça, on va le voir dans la vidéo, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde aime le cinéma comme moi je l'aime par exemple, ou certains d'entre vous l'aiment et le défendent. Et c'est normal, les cinéphiles aguerris et les spectateurs assidus de la salle de cinéma, même s'ils peuvent vivre de superbes expériences en salle, il y a moins ce côté événement quand même à y aller, ça devient une habitude, surtout dans les grandes villes. Donc voilà, c'est une nuance à apporter quand même pour la suite de ce qu'on va lire dans l'article qui a tendance à un peu mettre tout dans le même panier. Mais voyons si ce qu'il dit là-dessus est intéressant. Genre traditionnellement le plus décrié, la comédie attire cependant en masse le public, mais celui-ci, en fonction de la zone où il se trouve, ne plébiscite pas les mêmes films. Alors que Les Petites Victoires vient d'atteindre 920 201 entrées, cette comédie sur les mésaventures d'une mère d'un hameau de Bretagne et d'un retraité illettré n'a attiré que 66 000 spectateurs à Paris et dans sa périphérie, à peine 7% du total. Pour rire, il faut qu'on ait les mêmes codes, résume le réalisateur Philippe Guillard. Bon, avant de continuer, il faut rappeler une autre base. Ce n'est pas parce qu'un film marche très bien au cinéma qu'il est forcément bon. Puisque tout va se jouer aussi sur des publicités massives, il est évident qu'une grande partie de la population française sera plus attirée par un film dont on parle souvent, que tout le reste, et qui plus est dispose d'une ouverture assez vaste dans le pays. Cela dit, un très mauvais bouche à oreille peut empêcher le film d'atteindre son objectif sur les recettes. Le dernier Astérix en est la preuve, il devait atteindre les 6 millions d'entrées, mais on a récolté 4,5 millions. C'est quand même énorme, hein, et c'est pas un bon film, je pense qu'on est assez tous d'accord là-dessus.
Camping 3, sorti en 2016, qui est considéré comme l'un des pires films français, autant par les critiques que par la plupart des spectateurs, a quand même généré plus de 3 millions d'entrées à sa sortie en salle. Ce fut un succès. Le dernier exemple étant aussi la comédie Notre tout petit mariage, qui reçoit des critiques catastrophiques de partout, mais est quand même actuellement un franc succès en salle. Mais pour prendre l'exemple cité, à savoir les petites victoires, il faut savoir qu'il y a eu une stratégie assez maligne de la part de la production. Bien avant la sortie du film, donc vers juillet-août 2022, il y a eu des avant-premières suivies d'une discussion avec la réalisatrice qui se sont déroulées dans plein de petits cinémas de proximité en Bretagne. Résultat, ça a ramené du monde car on parlait d'un film qui mettait des gens de là-bas au cœur du récit, et on leur promettait un moment de joie. Et pourtant, bon, le film il est pas incroyable, mais il a plu à ce public grâce à cette stratégie ciblée. Et je pense que ça aurait été important de le préciser, que ça sort pas de nulle part et toutes les comédies ne font pas ça. Ensuite, les comédies sont effectivement un genre assez décrié par la critique de cinéma, mais c'est un genre qui plaît beaucoup, et cela depuis une cinquantaine d'années en fait. Les films un peu nanardesques de Belmondo, de Funès et Bourvil étaient des succès populaires à l'époque de leur sortie en salle, et si on regarde le pourcentage d'entrées selon le genre de film en France depuis 2010, les comédies représentent en général entre 20 et 28% des entrées totales, donc c'est assez énorme. Il n'y a rien de très étonnant à ce que les comédies continuent de bien marcher, mauvaises ou pas. Pour le spectateur un peu occasionnel, elle reste un moyen de passer un moment drôle avec sa famille. On rentre dans des productions qui répondent aux attentes d'un public qui ne va pas forcément souvent au cinéma, et qui donc ne vont pas proposer une œuvre esthétique intéressante ou risquée avec des auteurs derrière la caméra. Le public n'est pas le même du tout, alors on peut penser que les films familiaux ou pour enfants ont parfaitement le droit d'avoir aussi de la qualité et des auteurs derrière un scénario qui peut être peut-être un peu simple, mais c'est pas trop le sujet de l'article et de la vidéo. Mais c'est intéressant. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la question géographique du succès de certaines comédies. Et pour ça, disons, il recueille le témoignage d'un cinéaste de génie, à savoir Philippe Guillard, réalisateur prolifique, à qui l'on doit les puissants Papy-Sitter et J'adore ce que vous faites, mais aussi co-scénariste talentueux, ayant participé à l'écriture de chefs-d'œuvre tels que Les Deux Campings, Turf, ou bien encore Disco. Bref, la crème de la crème des auteurs réalisant des films en région. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire pour répondre à la problématique géographique? Pourquoi ce genre de comédie marche mieux qu'à Paris, monsieur Philippe Guillard? C'est normal que ces films ne marchent pas à Paris, puisqu'ils utilisent des codes que seuls les gens de province comprennent. Dans Pour l'honneur, donc son prochain film qui est sorti, je crois, là mercredi, il y a un personnage qui s'appelle Dédé. Je ne pense pas qu'il fasse marrer les Parisiens, mais ça me dérange pas, je trouve ça logique. Ok. Le cinéma, c'est comme la bouffe. Philosophe encore le cinéaste. Tout le monde ne mange pas des salades d'artichaut avec des fleurs de violette à la graine de sésame. Il y a encore des mecs qui mangent des rognons et des côtes de bœuf, poursuit-il. On peut les mépriser, mais ces gens existent, ils ont le droit aussi d'être heureux. Quelle réflexion dantesque, digne d'un Robert Bresson. Bon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est profondément débile. Déjà, pas besoin d'avoir les mêmes codes pour apprécier des blagues, je pense. Je suis d'accord que connaître un milieu social ou vivre dans un endroit précis peut aider un cinéaste à utiliser ce qu'il a pu voir ou vivre pour soit les détourner pour faire une comédie, soit pour écrire autre chose dessus, mais ce n'est pas une règle. Ensuite, si pour lui les codes régionaux, c'est des gens qui s'appellent Dédé et les gens qui mangent des côtes de bœuf contre ceux qui bouffent de la salade, bon, on est sur une réflexion un peu à la Papacito, c'est marrant, mais ça n'a aucune valeur. Surtout que ces films sont quand même dans une caricature à l'extrême, les films de Philippe Guillard, laissant penser que ce sont quand même des petits parigots qui se moquent des beaufs qu'ils ne connaissent pas. Quand on regarde le cinéma de Bruno Dumont par exemple, qui a grandi dans le Nord à Bailleul et qui a fait son premier film là-bas, il a compris comment détourner les codes de ce qu'il connaissait pour réaliser, pour imaginer un film. Alors, on va pas parler de ses drames qui sont quand même assez exigeants, mais on peut parler de ses comédies. Maloute, pour moi, c'est un bijou cinématographique. Il ne se moque jamais bêtement des habitants de là-bas, mais il crée une connexion impossible en jouant sur les archétypes pour donner une sensation presque fantasmagorique aux personnages. Entre ce duo de flics locaux qui sont joués par des acteurs qui ne sont pas professionnels et qui viennent de là-bas, mais qui sont des habitants de la côte, et les bourgeois qui sont complètement dingos, joués par des acteurs professionnels et qui sont vraiment ridiculisés. Et c'est un peu pareil pour sa série Petit Quinquin, qu'il a fait sur Arte, où il traite aussi de vraies problématiques sociétales de ces petits villages, comme le racisme, la violence de l'adolescence, mais aussi la beauté de sa naïveté, mais en créant des personnages locaux complètement décalés, toujours joués par des acteurs qui sont pas professionnels et qui viennent de là-bas. Et ça, on va le voir, c'est certes plus d'auteurs, mais je pense pas que ce genre de film soit particulièrement réservé à des cinéphiles aguerris, ni qu'à des Parisiens ou qu'à des ruraux. Mais Bruno Dumont est un artiste, il n'a pas forcément cet objectif de se dire ce qui pourrait plaire à un spectateur. Il fait son film comme il l'imagine. Et c'est là toute la différence avec un faiseur comme Philippe Guillard. Mais j'avais parlé de Chien de la Casse dans une vidéo qui est une comédie dramatique qui s'ancre dans un village de 2000 habitants dans l'Hérault. Et là aussi, le réalisateur, il va jouer avec des codes qu'il connaît pour réaliser et mettre en scène cette relation amicale dans ce village. Et le public rural a par ailleurs beaucoup aimé ce film car ils ont ressenti une atmosphère qu'ils reconnaissaient et sentaient qu'on se foutait pas de leur gueule. Et les Parisiens ont globalement aimé le film aussi. Donc c'est vraiment étrange comme manière de réfléchir. Mais surtout, la problématique principale n'est pas du tout mise en avant.
Chien de la Casse par exemple, il a eu une distribution très faible compte tenu de son petit budget. Du coup, ce sont les grandes villes et les grandes enseignes qui sont privilégiées au détriment des cinémas de proximité qui vont peut-être avoir 2 ou 3 semaines de retard avant de pouvoir le diffuser, s'ils peuvent avoir accès aux copies, qui sont très faibles. C'est la raison principale pour laquelle certaines zones rurales vont se retrouver à subir, entre guillemets, les grosses productions au détriment de films plus légers mais totalement accessibles. Chien de la Casse n'est pas du tout un film exigeant en termes de mise en scène, il est abordable pour tout le monde. Alors Asbestas, dans un tout autre style mais qui traitait un peu des conditions sociales ultra défavorables, n'était pas non plus un film que je trouvais très dur à regarder ou exigeant. Pareil pour La Nuit du 12 qui a eu la chance d'avoir un bon bouche à oreille et donc d'être distribué plus massivement, et c'est un film qui se déroule à Grenoble. Mais parlons un peu des comédies populaires qui tournent autour de Paris, parce que désolé mon cher Philippe Guillard, mais elles ont aussi beaucoup de succès en région ces comédies. En 2019, c'est la comédie Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui était le premier film français de l'année, avec 6,2 millions d'entrées dans tout le pays. À Paris, le film a récolté 1 million. Il y a donc eu 5,2 millions d'entrées dans le reste du pays. Et si on redescend un peu dans l'histoire et qu'on arrive en 2010 par exemple, c'était Les Petits Mouchoirs, qui est quand même la comédie dramatique bobo parisienne par excellence, qui avait enregistré 5,5 millions d'entrées en France, dont 950 000 à Paris. Donc reculons encore un peu. En 2002 par exemple, c'est évidemment la comédie Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui avait tout raflé niveau box-office avec 14 millions d'entrées dans le pays. Mais le deuxième film ayant le mieux marché cette année, c'était 8 femmes de François Ozon, qui tourne aussi autour de bourgeoises parisiennes dans une immense maison de campagne, mais qui ne s'inscrit dans aucun code vraiment rural, et il faisait 3,8 millions d'entrées en France, dont 860 000 à Paris. En 2022, la comédie Plan de chat, qui pareil suit des bobos parisiens en région, avait récolté 550 000 entrées, dont seulement 60 000 à Paris. Donc il y a un public pour ce genre de film. Seulement il faut savoir que la réception des films ne sont pas les mêmes selon les régions, les villages, et aussi la philosophie des cinémas de proximité. Certains vont compter sur une relation humaine avec les gens pour leur proposer un coup un film de masse, un autre coup un film d'auteur, un coup une rediffusion d'un classique, tout comme certains exploitants choisiront plutôt de miser sur les grosses productions sans trop réfléchir du moment. Et le public n'est pas forcément le même partout, la France c'est pas une entité contre Paris. Mais si je raconte tout ça, c'est aussi pour vous montrer que le reste de l'article à ce moment-là est un peu malhonnête, puisque pour expliquer que les comédies rurales marchent mieux ailleurs qu'à Paris, il utilise le même procédé que moi, mais en prenant des exemples de comédies rurales et pas de comédies parisiennes. Décortiqué récemment par Le Figaro et France Inter, encore des grosses refs en termes d'analyse cinématographique, ce chiisme est récurrent dans l'univers des comédies françaises, des municipaux et héros des Chevaliers du Fiel, au Secpa en passant par les Baudins en Thaïlande. Donc les Chevaliers du Fiel avaient fait moins de 1% à Paris par exemple. Très peu distribués dans les salles parisiennes, qui les estiment destinés à un public provincial. Bon, on aimerait avoir une source de ça, mais en vrai je veux bien le croire. Ces films démontrent qu'il est possible de contrecarrer le tropisme parisien du monde du cinéma et de décrocher un succès sur la capitale. Alors en fait, personne ne dit qu'un film ne peut pas marcher sans Paris. Je vois ce qu'il veut dire dans le sens où la grande partie des boîtes de distribution françaises ont leur siège à Paris, mais évidemment que la majorité des entrées se font en dehors de la capitale, pour la plupart des films. Alors vu qu'il parle d'une problématique de 20 ans, mais qu'il n'y a vraiment aucun exemple d'étude sur les 20 dernières années, regardons par exemple sur l'année 2002, qui avait enregistré 184 millions d'entrées. L'indice de fréquentation à Paris est effectivement le plus élevé, parce que la capitale dispose de beaucoup d'écrans à sa disposition, mais concernant le nombre d'entrées, elle ne représente que 16% du total. Et les plus gros chiffres, révélation, ce sont les unités urbaines de plus de 100 000 habitants aux provinces, ainsi que les autres unités urbaines de moins de 100 000 habitants et des petites communes, qui représentent 63% du nombre total d'entrées. Regardons en 2010 qui avait totalisé 206 millions d'entrées. Paris représente 13% du total, alors que les autres régions hors Île-de-France représentent à peu près 73%. Et si on regarde le bilan de 2019, qui avait été une année très riche pour le cinéma français car elle avait enregistré 213 millions d'entrées, on estime que 2 tiers des Français sont allés au moins une fois au cinéma cette année. Bon, c'est pas forcément un chiffre très intéressant, mais si on s'intéresse aux zones géographiques, on reste à peu près dans le même pourcentage, à savoir 16% du total à Paris contre 22% dans les zones rurales et 30% dans les unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Mais en fait, c'est normal, il y a plus d'habitants dans le reste de la France qu'à Paris, non? Par contre, c'est un peu hors sujet, mais il est intéressant de noter que ce sont les spectateurs réguliers qui couvrent le plus d'entrées malgré le fait qu'ils sont moins nombreux que les occasionnels. Il y a 3 cases pour les identifier dans l'étude de 2019. Les spectateurs dits assidus, qui sont ceux qui vont au moins une fois au cinéma par semaine. Ils représentent 3,9% du public en 2019, mais 24,9% des entrées. C'est pas mal du tout. Il y a ensuite 27,7% qui sont des spectateurs dits réguliers. Ce sont ceux qui vont au moins une fois par mois au cinéma et qui couvrent presque 50% des entrées. Et enfin les occasionnels qui représentent 68,4% du public, mais 25,2% des entrées.
Donc voilà, je trouve ça intéressant. Mais en fait, cette étude sur les spectateurs assidus et réguliers, c'est pas représentatif forcément du milieu social qui va au cinéma ou du niveau de vie, juste de la possible accessibilité à aller dans un cinéma. Il y a des habitués et des occasionnels dans toute la France. Seulement, on note dans l'étude de 2019 qu'il y a un peu plus d'occasionnels dans les zones rurales que dans Paris, mais parce que la capitale regorge d'enseignes dans tous les coins de rue, à la différence de certains endroits où il faut parfois prendre la voiture pour aller voir un film. Et ce n'est pas qu'une question de petits villages, c'est une question aussi qui est politique et départementale. Dans la ville de Rambouillet par exemple en Ile-de-France, qui est une ville quand même assez riche, qui compte 30-35 000 habitants, il n'y a pas de cinéma depuis une dizaine d'années. Les travaux ayant toujours pris du retard à cause des indécisions de la préfecture, donc les plus accessibles sont à 30 minutes de voiture. Bref, leur classement est un peu orienté car même s'il y a effectivement deux exemples marquants sur le décalage Paris-Région, à savoir les Baudins en Thaïlande et le film des Chevaliers du Fiel, ça reste déjà des films qui ont globalement bidé partout, pas seulement à Paris, et surtout le reste du classement correspond globalement au pourcentage des exemples que j'ai cités sur les comédies populaires bobo et parisiennes, à savoir entre 16 et 18% des entrées à Paris. Et leurs exemples qui montrent moins de 3% des entrées là-bas, mais non seulement ce sont des films qui ont globalement bidé commercialement, mais qui ont aussi reçu un accueil critique pas terrible de la part des Français qui sont allés les voir, jugeant la plupart même offensants ou trop bien pensants et gentillets. Donc il y a quand même ça aussi à prendre en compte, ce ne sont pas des films qui ont été majoritairement appréciés par ceux qui sont allés le voir, contrairement aux petites victoires. Et la plupart, comme les Baudins ou les Fourneaux, sont sortis aussi pendant une période encore marquée par le Covid, donc peu de gens allaient de nouveau au cinéma, surtout dans les zones rurales. Les distributeurs savent parfois que ce n'est pas nécessaire de se battre pour 5 écrans de plus à Paris parce que ce n'est pas là qu'ils feront le plus d'entrées, confirme Eric Marthe, directeur général de Comscore Movie. Alors encore une fois, je veux bien le croire, mais on aimerait des sources. Ça dépend quand même pas mal du distributeur et des relations qu'il peut avoir avec certains exploitants. Et d'ailleurs, on a plutôt un bon exemple qui arrive. C'est la chose la plus triste. On a fait un peu le deuil de Paris. On ne communique plus à Paris pour ces films-là, déplore François Clerc, patron d'Apollo Film, qui distribue Pour l'honneur, donc le dernier film de Philippe Guillard. Bon, François Clerc par exemple, on peut pas dire que ça soit un distributeur qui vienne de nulle part. Il a été directeur de la distribution des salles Gaumont pendant 8 ans, puis a travaillé chez Studio Canal pendant 2 ans avant de créer Apollo Film. Donc il a déjà une certaine idée du cinéma typé populaire français, et il a sans doute des liens avec certains exploitants de pâté par exemple qui détiennent les salles Gaumont. C'est pas un mal du tout, c'est juste qu'on ne peut pas dire qu'il soit un distributeur indépendant. Et quand on regarde les derniers films distribués par Apollo Film, on constate que la plupart d'entre eux ont quand même eu droit à leur salle à Paris. Sur Les Chemins Noirs par exemple, qui est je crois encore dans quelques salles, il a enregistré 120 000 entrées dans la capitale, ce qui n'est pas négligeable. Le film Pétaouchnok qui se déroule dans les Pyrénées en a enregistré 12 000 pour 85 000 entrées. Donc on reste toujours un peu dans un seul et même pourcentage. Cela dit, les films que la société distribue se déroulent effectivement en région, mais ils sont très souvent des comédies un peu du même acabit. Ce chiisme, on le voit à tous les niveaux, même social, avec les Gilets jaunes. Le cinéma est juste le reflet de ce qui se passe dans la société, poursuit Jean-Baptiste Dupont, producteur de Malangocha, une comédie sortie mercredi sur un groupe d'amis qui implose après la disparition d'un chat. Bon, sur ce passage, j'ai pas grand chose à dire, c'est une phrase un peu banale, mais c'est juste qu'on se rend compte que cet article traite d'une problématique qui existe depuis en fait très longtemps. Ils le disent au début, mais ils le traitent pas vraiment. Et que c'est dommage de pas justement plus approfondir historiquement pour essayer de comprendre le phénomène. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que même moi dans cette vidéo, je peux pas tout vous évoquer. Et l'article, il pop un peu comme si c'était une prise de conscience récente, mais en réalité, pas du tout quoi. Donc bref, l'article jusque-là, il est donc quand même relativement bancal, alors que je pense qu'on peut arriver tous les deux à peu près à la même conclusion. C'est juste qu'il faut nuancer et citer toutes les infos que cette question soulève. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont parler des films d'art et essai, donc les films plus d'auteur, qui n'ont pas forcément vocation à être des succès populaires et qui ne partent pas sur un projet marketing massif ou sur une réalisation d'un faiseur. À Paris et dans les métropoles, ce sont les comédies estampillées art et essai qui fonctionnent davantage. Sur ces 35 000 entrées, Teddy a séduit essentiellement le public parisien en faisant 39% de ses entrées chez UGC, MK2 et Pathé, soit un public urbain, détenteur de cartes illimitées, décrypte Michael Muller, directeur de la programmation de la société de distribution et de production de films The Jokers, qui a sorti en 2021 cette comédie horrifique sur le premier loup-garou français. Orange Sanguine, une comédie très noire des chiens de Navarre, a été distribuée de la même manière. On a fait salle comble lors de l'avant-première à l'Utopia de Bordeaux parce qu'on s'adresse à notre cœur de cible, à savoir un public très cinéphile, au courant de l'actualité théâtrale, et des étudiants qui font confiance à la ligne éditoriale du lieu pour découvrir des œuvres qui sortent de la programmation courante. Détaille Michael Muller. On sait très bien que ce n'est pas un divertissement familial et populaire, et qu'on s'adresse en premier lieu à un public art et essai. Et ça, c'est un passage intéressant que j'aimerais un peu approfondir. Bon, déjà, l'article omet encore de parler de budget et donc de copie d'un film. Il faut savoir qu'un film ayant moins d'un certain nombre de copies ne sort pratiquement pas dans le moindre cinéma de proximité.
Or, c'est le budget d'un film qui va estimer le nombre de copies auxquelles il aura droit. Mais le souci est aussi culturel. Un occasionnel, ça va pas prendre le risque d'aller voir une comédie qui se range dans une catégorie art et essai s'il doit faire 30 minutes en voiture. Il veut être sûr de passer un bon moment, de pas être déçu. Parce que je reviens rapidement là-dessus, mais pour un occasionnel, le cinéma reste un événement. Et c'est là où il faut qu'on parle un peu de la carte illimitée. Ce type d'abonnement à titre individuel est très intéressant financièrement pour les cinéphiles aguerris des grandes villes, puisque pour 20 € par mois en général, tu as tous les films que tu veux au cinéma. Mais qu'est-ce que ça engendre à la différence d'un occasionnel? C'est le rythme de visionnage des films. Et en gros, un abonné à une carte illimitée va être exigeant dans la consommation entre guillemets de films qu'il regarde, et on observe qu'il y a du coup une forte demande de nouveaux films très vite dans les grandes enseignes. Du coup, les plus petits films dispo dans les multiplexes disparaissent au bout d'1 ou 2 semaines d'exploitation pour laisser place à des nouveaux films. Et surtout à Paris, et c'est un problème, il n'y a pratiquement aucune contre-programmation. C'est-à-dire des décalages entre la sortie officielle du film et sa disponibilité en salle, donc tout va très vite. Or, pour un occasionnel, il est difficile d'être à la page autant qu'un cinéphile. C'est la raison pour laquelle les cinémas de proximité vont aussi jouer la carte de la contre-programmation, souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont aussi par exemple sortir les films du moment 2 à 3 semaines après leur sortie officielle pour laisser le temps aux gens d'aller le voir en proposant des séances uniques. Et c'est pareil pour les films ayant le droit à assez de copies, et ça joue bien plus sur l'événement cinéma. À Paris, le cinéma finalement il se regarde, il se consomme beaucoup. Je pense que tout ça participe aussi à la division qu'il y a dans le public et les films en salle. Mais à Paris aussi, il y a des occasionnels, mais qui doivent du coup être très vite à la page, donc c'est quand même un peu stressant. Mais il n'y a pas que des assidus. En 2019, 37,2% du public occasionnel se déplaçait pour des films de catégorie d'art et d'essai. Mais moi du coup, je comprends ce que dit Michael Müller. Une comédie comme Teddy ne va effectivement pas attirer spécialement l'occasionnel par défaut. Par contre, un bon bouche à oreille peut cependant faire entrer plus de monde et donner une petite vie au film. Ça a été le cas par exemple de La Montagne, qui a eu un petit succès en région aussi, malgré le fait que c'est vraiment un film art et essai. Il y a une surpopulation de distributeurs qui font des films pour un public parisien, note François Clerc. On va chercher une complémentarité en se positionnant sur un cinéma plus provincial. On est aidé par le circuit CGR, qui est notre actionnaire. On regarde qui va au cinéma en province. Bon, il mélange un peu tout notre François Clerc là. Il y a une forte concentration des boîtes de distribution à Paris, ça c'est vrai et depuis des années, c'est pas que depuis 5 ou 6 ans, mais ils ne font pas que des films pour un public parisien, puis le terme est flou. Parisien dans le sens citoyen urbain bobo ou juste habitant de Paris parce que bon, même si la capitale est une ville excessivement chère, bon, il n'y a pas que des bourgeois et des bobos. Et ces boîtes de distribution vont en général financer et promouvoir des projets qui rentrent dans leur ligne éditoriale et culturelle, les plus indépendantes restant évidemment les plus intéressantes car il y a moins de copinage que dans des plus grosses boîtes. Et ils font des films en région comme Les Pires qui se déroulent à Boulogne-sur-Mer, L'Éden qui se passe en Colombie qui est un super film, Les Harkis qui se déroulent pendant la guerre d'Algérie. Il y a des films qui se déroulent à Paris mais c'est pas si massif que ça et ils ne s'adressent pas forcément qu'à des Parisiens. Il y a aussi une opposition à Paris, gros titre. C'est ce public-là qui l'a séduit avec les Dégains, les municipaux ou encore les SECPA. Autant de succès surprises que la presse n'avait pas vu venir, notre ligne éditoriale n'est pas basée sur un cinéma à faire mais sur un public à aller chercher. Ces films revendiquent par ailleurs un fort régionalisme. Hein? Bon alors pause, Les Dégains, c'est un film qui suit de base 2 youtubeurs à 950 000 abonnés. Donc c'est évidemment une base sûre pour avoir un public fan qui ira voir le film. Le film a en effet fait 470 000 entrées, le monde est vraiment une énigme, ce qui est un succès commercial, mais on peut s'arrêter 2 secondes sur les retours de cette énorme merde. Ensuite, Les SECPA fut effectivement un petit succès, pour un budget de 2,7 millions d'euros, il en rapporte à 5 avec 730 000 entrées dans le pays, dont 130 000 à Paris. Mais en fait, vous voyez la politique assumée derrière ce genre de production, c'est l'inverse total d'un artiste ou d'un auteur, c'est aller chercher le public, peu importe finalement la qualité du film. Une stratégie commerciale comme une autre, mais que je ne défends pas. Et où est ce régionalisme dans vos films? Et quant aux municipaux, il y a des endroits aux régions qui ont détesté le film et qui ne sont pas allés le voir. Il y a aussi une opposition à Marie renchérit François Clerc, on s'est construit sur une hyper-centralisation parisienne à laquelle la province oppose aujourd'hui une autre vision, une vision de bonheur. Bon, l'hypercentralisation parisienne n'est pas due aux problèmes qui peuvent être évoqués dans les films français qui sortent, si c'est ce qu'il veut dire. Dans les grandes métropoles, il y a beaucoup plus d'écrans et de cinéma que dans les zones rurales et les unités urbaines de moins de 100 000 habitants. Et ça s'est multiplié de manière pas forcément très stable dans les années. En 2002 par exemple, l'arrivée massive de multiplex donne lieu à des fermetures de petits cinémas obligés de fermer boutique par manque cruel du public qui se rapatrie vers les grandes enseignes. Ce qui fait qu'on observe à cette époque une contradiction. Il y a moins d'établissements,
mais de plus en plus de salles. De 2001 à 2019, on passe de 2166 établissements en France à 2045, mais par contre, on passe de 5200 écrans à 6110. Et les multiplex finissent par couvrir de plus en plus les entrées en salle. Et avec la crise sanitaire en 2021, nous sommes passés à 2028 établissements, mais avant les années 90, les multiplex n'existaient pas, donc les plus grands établissements disposaient de 6 ou 7 écrans. Et avec l'arrivée toujours plus massive de ces grandes enseignes, les petits établissements de région, ils peinent un peu à survivre pour certains. En 2021, on compte désormais 240 multiplex et 7 ont ouvert cette année-là. Et une grande partie est regroupée en Ile-de-France, et celui avec le plus de salles se situe à Paris, c'est le fameux UGC Les Halles. Donc sur cette question de vision du bonheur, encore un terme très flou, même si la comédie reste un incontournable populaire français, le drame, par exemple, c'est aussi un genre qui attire beaucoup de public et pas seulement parisien. Même s'il faut reconnaître qu'il y en a beaucoup, 30% des films français sortis en 2019 étaient des drames, il y en a 161 films qui sont sortis en 2021, ce qui fait qu'il reste le premier genre à sortir en France, mais ils trouvent pour la plupart leur public. Inutile de parler de La Nuit du 12 qui a enregistré 373 000 entrées hors Paris sur 545 000. En 2002, Le pianiste de Roman Polanski et le documentaire Être et avoir de Philibert faisaient 1,5 million d'entrées chacun et rentraient dans le top 15 de l'année. Ce ne sont pas des sujets très gais. En 2010, tu avais le drame des Hommes et des Dieux qui rentrait dans le top 10 avec 3,2 millions d'entrées, dont 700 000 à Paris. Il y avait La Rafle qui faisait 2,8 millions. En 2019, Au nom de la Terre se retrouvait avec 2 millions d'entrées, dont 100 000 à Paris. J'ai déjà parlé de Sur les chemins noirs qui marche actuellement plutôt bien. La vision de bonheur, c'est un terme commercial pour essayer de justifier un succès en salle. Mais je rappelle encore que la plupart du temps et récemment, les succès en salle de pas mal de comédies ont eu des retours très catastrophiques, et pas seulement de la part des Parisiens. Bon bref, la fin de l'article se met à parler rapidement de la question qui est pourtant fondamentale, à savoir effectivement l'accessibilité et la disponibilité des films au cinéma. Il note un truc intéressant qui est que le public de Paris par exemple est un public qui est stable et qui monte très lentement. On a vu que ça pouvait varier car il y a aussi pas mal d'occasionnels dans les grandes villes, mais il est vrai que quand il est facile d'aller au cinéma quelque part, il y a un public fidèle qui suit, et il n'y a pas forcément des stats énormes, exponentielles. Or pour les zones rurales c'est plus le cas, il est possible que des multiplexes puissent essayer de s'étendre encore plus, mais le pays met du temps à conforter les réguliers ou les assidus venant de zones rurales par exemple, car les petits établissements continuent de fermer au détriment d'ajouts d'écrans dans des multiplexes déjà existants. Et puis il y a la question que j'avais évoquée plus haut, celle de la relation entre l'exploitant et le distributeur. Depuis l'arrivée massive du cinéma américain au début des années 90 au détriment du cinéma français, les exploitants doivent négocier avec les distributeurs américains qui ont tendance à donner un ordre plutôt qu'une proposition. Et aujourd'hui, certains exploitants de cinéma de proximité ont un peu besoin de ce genre de production pour faire venir du monde. Mais les distributeurs de production comme Disney ou autres se foutent un peu de ce genre de cinéma parce que ça leur rapporte pas beaucoup d'entrées. Donc parfois il n'y a juste aucune négociation de fait. Et tout ça c'est un problème que je trouve bien plus important que de penser que la rupture des comédies se situe sur une côte de bœuf contre une salade de quinoa. Et puis surtout cet article divise fortement les cinéphiles puisqu'il crée cette dichotomie un peu débile, comme si les cinéphiles étaient forcément parisiens et que le reste c'était de l'occasionnel à qui il fallait donner ce qu'ils veulent. Bon déjà c'est quand même franchement condescendant, puis on a bien vu que c'était faux. Il y a d'autres questions qu'on peut se poser en dehors de toutes ces problématiques économiques et matérielles quant à l'accessibilité à une salle de cinéma. C'est par exemple, y a-t-il des auteurs qui peuvent réaliser des films qui se déroulent dans des endroits autres que de grandes métropoles? Je pense que oui, on l'a vu. Des comédies mais aussi d'autres genres. Est-ce que ces films peuvent amener des gens en salle? Et surtout, est-ce que finalement le cinéma français ne fait pas juste ce qu'une part du public lui demande? Par contre, on peut quand même exiger un minimum de qualité sur du cinéma qui serait plus pour les enfants, les familles, qui font généralement partie des occasionnels. J'ai souvenir par exemple qu'Antoinette dans les Cévennes rentrait un peu dans cette catégorie-là et restait un petit film vraiment agréable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce genre de comédies françaises ne sont réalisées que par des faiseurs et distribuées par des boîtes qui n'ont que les chiffres et les recettes à la bouche. Et que c'est un genre tellement codifié qu'il semble aujourd'hui aux mains de ce genre de personnes. Alors qu'il y avait peut-être un temps ou une époque où ça pouvait être des auteurs qui réalisaient ce genre de films. Pas forcément des très bons artistes, mais des gens qui avaient une vision, qui souhaitaient mettre en scène. D'ailleurs, c'est marrant, mais sur le site du CNC, on peut retrouver aussi de très vieilles archives. Et pour reprouver un peu que la comédie a toujours été un succès populaire en France, il y a le box-office de 1964 qui est disponible, et on constate que dans le top 10, il y a 3 comédies. Il y a Le Gendarme de Saint-Tropez qui est le numéro 1, L'Âge ingrat et Fantomas. Donc on pourrait aussi citer L'Homme de Rio qui reste une petite comédie d'aventure. D'ailleurs c'est une époque où on ne laissait pas encore trop les Américains fourrer leur nez dans nos affaires. Donc voilà, bref, BFM TV, plus de sources, plus de nuances et plus approfondi, ce serait pas mal. Ça va, c'est pas du CNews, vous n'avez pas parlé de wokisme, mais c'est pas top non plus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être donné envie de découvrir un peu des choses sur ces problématiques-là. Et n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!